donc effectivement, je vais continuer le sujet de l'intelligence artificielle et je vais essayer de voir un petit peu, en tout cas de présenter quelques projets qui permettent d'améliorer l'efficacité énergétique. Et en même temps, je vais parler de l'empreinte environnementale du numérique, et particulièrement de l'IA, qui est galopante et qui, avec une accélération ces dernières années, qui est très accélérée. Donc je me présente, je suis le dirigeant d'Open Studio. Open Studio, nous sommes une entreprise de services numériques. Alors, je ne vais pas vous présenter l'ensemble de l'entreprise. Les seuls points que je vais mettre en avant, on a 20 ans d'existence cette année, on fête nos 20 ans. Une centaine de collaborateurs, 5 agences en France, principalement Rhône-Alpes-Auvergne. Nous avons longtemps travaillé pour l'entreprise économie d'énergie que Myriam a présentée, je suis dans le laser ici, depuis ses débuts jusqu'à encore aujourd'hui on travaille sur cette entreprise. Donc on est assez sensible au sujet de la transition énergétique et de la rénovation énergétique. Et nous avons un laboratoire de recherche et développement dans lequel nous avons plusieurs doctorants qui travaillent sur des sujets d'intelligence artificielle. Tout ça pour dire qu'on participe énormément au think tank 5T par exemple, mais à des réflexions sur ces sujets de l'empreinte du digital et des services que le digital peut rendre. Alors avant de commencer, je vais essayer de parler de l'intelligence artificielle. On devrait d'abord plutôt dire des intelligences artificielles. Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, je pense que tout le monde pense à ChatGPT. On pense à un chatbot qui parle avec nous et qui nous répond et qui est intelligent. L'intelligence artificielle, c'est pas que ça. C'est en fait tous les systèmes qui reproduisent ce que fait l'intelligence humaine, ou en partie. Donc on va avoir de la reconnaissance d'images, on va avoir de la reconnaissance de paroles, du langage naturel, de la planification, de la robotique. Donc on a vu quelques exemples. Tout ça, ce n'est pas ChatGPT. ChatGPT, c'est un large langage modèle, un LLM, qu'on a entraîné avec énormément de données. Donc ChatGPT, les LLM, c'est ici. Tous les autres qui sont là-haut, ils sont représentés autour. ChatGPT, c'est un mélange en fait de tous les autres systèmes. Donc on mélange, on donne énormément de données à un modèle et après il est capable de discuter. Quand on fait la reconnaissance d'images, on donne énormément d'images et il est capable de reconnaître les images, etc. Donc ChatGPT, c'est un mélange de tout ça. Et quand on parle de l'accélération de l'intelligence artificielle et de la pollution de l'intelligence artificielle, on parle principalement de ces LLM, de ces nouveaux modèles. Les anciens modèles sont très peu consommateurs, sont très efficaces. On leur donne des données et eux, pour le coup, sont là pour la transition énergétique, ils sont là pour l'efficacité énergétique. Donc d'un côté, on va avoir celui qui pèse dans la balance et après ceux qui travaillent pour essayer d'économiser. Alors, quand on dit il pèse dans la balance, aujourd'hui, un modèle comme ChatGPT, de ce qu'on en sait, on parle de GPT-3, GPT-4, ils n'ont pas donné les informations. GPT-3, le seul entraînement des données consommait autant que, en pollution, autant que 5 véhicules sur leur durée, sur l'analyse du cycle de vie. Donc c'est colossal. Ça, c'est la phase d'entraînement. Je crois que j'ai en tête, c'est 50 000 mégawattheures. Aujourd'hui, la phase d'inférence, donc la phase d'inférence, c'est quand on utilise l'outil, elle est 5 fois supérieure à la phase d'entraînement. Donc en fait, l'usage de ces IA pèse même pendant l'utilisation. À l'époque, on s'inquiétait uniquement de l'entraînement. Maintenant, effectivement, l'utilisation pèse énormément. Les data centers consomment 1% de l'électricité produite dans le monde. Donc ça, c'est la courbe de croissance. On voit que c'est en plus en accélération. Le chiffre qu'on va regarder, c'est les 390 TWh. Ça, c'est la projection à 2030. On pense que l'IA plus les crypto-monnaies vont nécessiter 390 TWh d'électricité. 390 TWh, c'est à peu près la production d'électricité française, avec 56 réacteurs nucléaires.
Et on nous dit que ça doublait tous les 5 ans. À présent, ça va doubler tous les ans. Donc, ça veut dire que 390, là, on voit qu'on atteint les 1000 TWh. 3 fois la production française. Donc, la question, c'est est-ce que ça va devenir, est-ce que c'est soutenable? Est-ce que c'est une technologie qui sera soutenable dans le temps? Si on vise pas à la rendre un peu moins énergivore. Je reviens sur le chiffre, 0,5% de la consommation mondiale d'électricité est due à l'IA. Projection sur 2027. Donc maintenant, j'ai parlé, alors, on va parler d'IA, AI for Green et AI for Brown. Donc le AI for Green, c'est ce qui vient maintenant. Le AI for Brown, c'est ce qui venait avant, c'était la pollution. C'est le Chip Project qui a donné ces terminologies dans son dernier rapport. Effectivement, on a des IA qui vont servir l'efficacité énergétique et d'autres IA qui vont accélérer la pollution. Donc j'ai pris 3 secteurs qui sont assez représentatifs des bons usages de l'IA. La production de l'énergie. Donc là, on a plusieurs cas d'usage qui sont très intéressants. On va, dans les cas que je vais vous montrer, on va parler de jumeaux numériques. Donc en fait, on va créer un jumeau numérique. Et on va, grâce à l'IA, essayer d'anticiper des pannes, essayer d'améliorer l'efficacité, essayer de prévoir et d'optimiser les réglages. Donc là, c'est ce que fait EDF. EDF a modélisé l'ensemble des réacteurs nucléaires, l'ensemble des centrales nucléaires, et sur sa modélisation, le jumeau numérique permet de voir, par rapport à la météo qu'il va faire, au vent qu'il va faire, etc., de comprendre quel va être le besoin et quelle devrait être la production de la centrale. Et avec des capteurs d'IoT qui sont positionnés dans la centrale, il est tout à fait capable de voir quand ça ne se passe pas comme prévu. Donc d'anticiper et de réagir rapidement. Donc là, on revoit un petit peu le même cas qui nous a été présenté tout à l'heure. Hein. Donc évidemment, on va essayer d'optimiser l'efficacité du mix énergétique grâce à ces capteurs. Le deuxième cas d'usage, c'est dans le transport. Donc là, on va fonctionner de la même façon. Un jumeau numérique, et on va essayer d'optimiser les trajets, on va essayer d'optimiser le moins de feux rouges possible pour pas avoir de temps de pause et d'énergie dépensée pour rien. Donc ça, ce sont des choses qu'on est tout à fait capable de faire manuellement, mais là, l'intelligence artificielle, elle va être beaucoup plus performante. Alors ça, c'est UPS qui a fait un outil, il est composé de 10 000 pages de règles. Donc en fait, on lui donne 10 000 règles, et il essaie de comprendre et il s'entraîne, et par apprentissage, il va comprendre quel est le plus efficace. Par exemple, on s'est rendu compte que c'était plus efficace de tourner le moins possible à gauche. Tout simplement parce que quand on tourne à gauche, il faut croiser la voie adverse, la voie opposée, pardon. Il faut attendre, on consomme pendant l'attente. Il y a plus d'accidents, etc. Et donc l'IA nous a démontré, il est apparu par ce modèle qu'elle évitait de tourner à gauche autant que possible. Les gains donc mesurés par IPS sont à hauteur de 150 millions de kilomètres évités, qui voient 100 000 tonnes de CO2. Et surtout, le gain principal, c'est les 300 ou 400 millions de dollars qu'ils ont pu économiser. Souvent, la demande, elle vient par l'économie en dollars. L'efficacité énergétique, elle vient après. Dans le secteur du bâtiment, on a exactement la même chose. Là, on fait appel à des capteurs. C'est exactement ce qui a été démontré tout à l'heure. Les capteurs vont nous envoyer des informations et on va optimiser les réglages. Alors, attention toutefois, au paradoxe de Jevons, c'est l'effet rebond. Donc, l'effet rebond, c'est un effet qui fait que plus c'est efficace, plus on en met, plus ça pèse, et au final, systémiquement, ça fait plus de mal que de bien. Et donc le dernier cas, celui-ci je vais m'attarder dessus, parce que c'est un cas qu'on a fait nous dans notre laboratoire, c'est les doctorants qui ont travaillé dessus. Donc c'est dans l'industrie, c'est une production dans une ligne industrielle où ils utilisent de l'aluminium. Et donc la problématique, c'est que la phase de réglage était très longue. Il fallait passer des heures à faire des réglages pour obtenir le meilleur des réglages du meilleur profilé. Et grâce à l'intelligence artificielle, là c'est la même chose. On a pu passer un cas innombrable de cas qui nous, en quelques minutes, en quelques heures, là où il fallait plusieurs semaines. Donc c'est un gain en temps, c'est un gain en argent. C'est un gain en matières premières et c'est une réduction des déchets à la sortie. Alors la demande, elle était pour faire une économie budgétaire,
Mais au final, alors on n'a pas mesuré, on n'a pas le recul encore, mais au final, on a aussi un gain en efficacité énergétique. On voit qu'on a les États-Unis qui font la course avec la Chine à celui qui dépensera le plus de centaines de milliards pour entraîner ces modèles. L'Europe, on est un peu en retard là-dessus, mais je pense que la carte à jouer, elle est sur la frugalité, c'est-à-dire que plutôt que de doubler la puissance électrique, essayons de maximiser l'efficacité, de faire des modèles qui consomment 2 fois moins pour gagner en efficacité et être au moins les leaders sur ces sujets-là.